Il y a un petit paramétrage à bidouiller pour paramétrage du bavardage. J'essaye de voir pour qu'on vous autorise à écrire librement, parce que c'est l'objet habituel. C'est bizarre qui m'ait arrêté l'animation. Peut-être. Voilà. Là, je pense que vous pouvez tous écrire librement. Je pense que j'ai arrêté le côté modération. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'images avec un cas d'usage facile, c'est-à-dire Veto Network, ma société principale qui se consacre au numérique en santé animale. Alors, là, vous allez voir un nouveau type une nouvelle typologie de présentation dans le monde d'avant. Donc, jusqu'il y a hier, vous auriez vu probablement ce genre de slide pour me présenter. Donc, je l'ai encore gardé une dernière fois. C'est probablement sa dernière présentation avec les différents univers. Donc, vous voyez que c'est assez chargé. Donc, moi, je suis Grégory Santanaire, vétérinaire de formation, diplômé également d'un DU de marketing des produits de santé à l'IAE à Nantes. Et puis, mon activité principale, c'est Veto Network. Et puis, mais je suis aussi associé cofondateur de 2 cliniques en Bretagne. Je suis dans une des salles de consultation qui est désertée pour le temps du midi. Et puis également des activités au sein de Dr Patoun et de Solam, qui n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Donc, il faut que je réinvente cette slide avec ce qu'on va voir, c'est-à-dire le travail qu'a pu faire Charlotte, qui est présente ici, qui va beaucoup prendre la parole. Moi, je vais parler un peu au début de temps en temps, mais c'est elle qui va vous expliquer ce qu'elle a fait, comment elle a fait. Et je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la com. Et je vois les noms de ceux qui sont présents. Je sais que vous aimez ce genre de choses-là pour comprendre un peu la mécanique. Alors, je suis une toute petite entreprise, donc c'est pas un enjeu de dingue par rapport à certains qui sont aux commandes de plus gros paquebots, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est pour ça assez rapidement, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit à Charlotte, ça ne dirait pas qu'on partage ça, qu'on montre un peu les coulisses, et elle a été OK, donc on va revoir ça. Voilà, on va reparler de l'intérêt de travailler l'identité de marque, même pour des petites entités comme moi. La notion de bonne identité de marque, et on verra que c'est intéressant. J'aime bien quand Charlotte, là, on préparait les slides et elle parlait qu'est-ce que c'est qu'un bon logo, est-ce que c'est juste joli, esthétique, ou est-ce qu'il y a d'autres choses. Et il y aura même un petit concours de reconnaissance de logo, vous allez peut-être apprendre des choses là-dessus. Comment on a travaillé ensemble, parce que c'est intéressant en termes de gestion de projet, et puis quelques éléments que Charlotte vous partagera aussi sur si vous aussi vous voulez vous lancer dans la notion d'identité de marque, les solutions existantes, les différents types de solutions. On pourra parler budget, hein, j'ai aucun problème à parler d'argent sur ces sujets-là. Et puis bien sûr vos questions à la fin, vous pouvez poser dans l'onglet conversation pendant, et puis on vous sollicitera aussi à 2-3 moments, donc soyez prêts à répondre. Autre intérêt aussi, parce que je sais que j'ai un public qui est plutôt orienté sur le monde santé animale, voire vétérinaire. Tout ce qu'on va décrire là comme mécanisme et comme mode de réflexion, c'est complètement adaptable pour une clinique vétérinaire. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de travailler l'identité de marque, y compris pour une petite entité comme Veto Network. Donc, pour Veto Network, voilà, modestement l'historique de cette activité qui au début était même pas une société, hein, c'était juste comme ça pour voir quoi. Des premières cyber-soirées en 2003 avec Pfizer Santé Animale à l'époque dans des cybercafés, ça existait à l'époque pour montrer au veto que ça pouvait être intéressant d'avoir un site internet. Et puis en 2014, l'activité se développant, mon statut de micro-entrepreneur tout petit n'était plus suffisant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Attention, bouchez-vous les oreilles, surtout Charlotte. Je me suis dit, ce serait bien d'avoir un logo pour quand même marquer le coup d'avoir une activité un peu plus importante avec voilà, une société de type SARL. Et donc, ce logo-là que vous voyez au milieu, Veto Network, Veto et Réseau, il est fait avec PowerPoint. Je sais, ça, ça fait hérisser les cheveux de la tête de ceux qui maintenant manient du Canva ou des choses comme ça. Il est fait avec PowerPoint. Je me souviens très bien comment j'ai bidouillé ça un week-end un peu comme ça. Je me suis dit à la fin, ça ressemble à une boule de pétanque, mais pourquoi pas. Voilà, avec juste un rond bleu et puis des traits blancs qui le traversent. Et voilà, et c'était pas avec une petite ombre pour faire style. donc, donc bon, c'était parti comme ça. Il y avait un nom et ça imprimait un peu la notion d'identité. Et après, fin 2018, j'avais des envies de nouveauté parce que je trouvais que c'était bien d'avoir une identité, mais qu'elle était quand même un peu amatrice.
Et donc, j'ai sollicité une amie qui était graphiste, donc qui avait quand même plus de compétences que moi qui n'en est pas spécialement. Et je lui ai demandé de faire une première refonte et qui est l'identité que vous aviez jusqu'à il y a encore peu avec ce logo là, celui qu'on voit complètement sur la gauche, donc qui est en fonction depuis 2019, qui était aussi une autre étape, je dirais, où là, voilà, j'avais arrêté la pratique depuis un an, je savais que je voulais continuer à développer Veto Network et j'avais envie d'avoir quelque chose d'encore un peu plus pro. Et puis, est arrivé l'étape d'après, dont on va vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, de se dire, bon, c'est pro, c'est bien, mais on peut peut-être faire mieux. La notion d'avoir quelque chose de encore un peu plus impactant. Mon amie graphiste, elle était dans le domaine, donc elle avait fait quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant longtemps, mais voilà, de se dire pourquoi pas quelque chose de encore plus évident, tout en restant accessible. La notion d'efficacité dans la mission que j'avais confiée à Charlotte, c'était pas seulement juste refaire un logo, mais toute l'identité, donc de A à Z, bien sûr le logo, mais aussi tous les supports, les slides. Voilà, par exemple, je fais des conférences quand même régulièrement, donc ça fait partie de mon identité. Et puis bien sûr tous les réseaux sociaux où je suis assez présent. Donc, et comme je ne travaille pas tout seul là-dessus, pour ceux qui se disent mais comment il écrit autant de posts, il y en a certains, c'est pas complètement moi qui les écris, en partie, mais pas seulement. Donc j'ai de l'aide. D'ailleurs, je pense que tu es là, Valérie. J'ai vu que tu étais dans les personnes présentes. Donc dans les participantes, il y a une personne qui s'appelle Valérie Karadec et qui est au départ assistante administrative et puis qui a accepté de jouer le jeu, de m'aider là-dedans. Et donc avoir des outils bien déjà calés, ça permet de gagner du temps sur ça. Et puis après, de manière totalement égoïste, quand j'ai vu le travail de Charlotte avec d'autres, je dis bah moi j'aimerais bien faire la même chose. Ça m'intéresse de comprendre la mécanique de création à titre personnel. J'aime beaucoup l'art de manière générale. Bon là, c'est de l'art appliqué à l'entreprise, mais je trouve ça intéressant. Et puis avoir un résultat à présenter aujourd'hui. Donc voilà, je lui ai dit, j'ai changé tout à minuit cette nuit et ça me fait encore un peu bizarre de voir le nouveau logo, mais je l'aime bien. Donc du coup, rien que pour ça, je suis content d'avoir fait l'expérience. Le choix de pourquoi Charlotte, c'est pas vraiment très construit comme choix, comme souvent moi ce que je fais. Ça veut pas dire que c'est pas un bon choix. Je suis très content de ce choix-là. Ça passe par au début Leïla Assagir, que vous connaissez peut-être, qui est une des vétérinaires françaises qui s'est spécialisée entre guillemets dans les erreurs et comment les gérer, les prévenir, tout ça, et qui a fait, qui elle-même avait choisi Charlotte pour ça. Il y a eu la présentation du cas, donc c'est éclaireur formation. Et puis j'ai trouvé ça chouette, en plus from scratch, parce que Leïla, elle est arrivée, elle avait rien en fait comme identité à part son nom, et donc de créer comme ça, j'ai trouvé que c'était chouette. En plus, Leïla m'avait sollicité pour avoir un peu mon avis, donc j'avais vu un peu les coulisses, j'avais trouvé ça bien. Du coup, j'ai commencé à suivre Charlotte sur LinkedIn. J'ai vu ces posts qui sont, c'est pas fréquent parce qu'on sent qu'ils sont très travaillés, donc, mais par contre, ils sont en général très pertinents et on apprend des choses. Parfois, ça pique un peu, hein, voilà, le fameux post PowerPoint de boomer. Je pense que ceux qui font des PowerPoints se sont tous un peu reconnus dans certains trucs. Ah mince, moi aussi. Et puis après, elle aime bien les chats et moi aussi. Donc, du coup, voilà, ça faisait un point commun et rien que pour ça, c'était très bien de voir ça. Je vous invite d'ailleurs, je mettrai des petites choses dans le chat de temps en temps. Vous pouvez aller la suivre sur LinkedIn. Comme ça, vous suivrez mon chemin et peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous vous direz, ce serait cool de bosser ensemble sur un sujet. Donc voilà un petit peu comment on s'est retrouvé là. Et puis, pour la suite de l'histoire, je vais enfin lui laisser la parole pour qu'elle puisse dire voilà, de qui elle est et comment on a travaillé ensemble. Ouais, merci beaucoup déjà, Grégory, pour l'invitation pour ce webinaire. Et effectivement, mon premier contact, c'était sur LinkedIn. Et en fait, j'ai fait le choix d'appliquer comme philosophie de donner avant de recevoir. Et je le dois évidemment à mon chat qui ne bouge pas d'un poil sans avoir reçu quelque chose. Donc, du coup, c'est grâce à elle que j'applique ça sur LinkedIn. En fait, j'aime bien partager tout ce que je sais, tout ce que j'apprends sur la conception, la mise en forme des présentations mémorables. Et donc, je partage des études de cas et pour vous donner de la visibilité sur ma manière de fonctionner et qu'est-ce que je peux vous proposer. Et tout ça, comme tu as dit, Grégory, c'est pas sans propagande de chat. Donc, si vous n'avez pas les chats, peut-être que je ne serai pas la bonne personne pour vous. Mais c'est des petites choses que je partage sur LinkedIn.
Et aujourd'hui, Grégory m'a invité pour parler un peu de la refonte d'identité de marque en tant que vétérinaire graphiste indépendante. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, quand je participe à un webinaire, je m'intéresse assez peu au parcours des intervenants, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que cette personne va m'apporter? Et du coup, je voulais y répondre là, à vous-même. À la sortie de ce webinaire, vous serez en mesure d'auto-analyser votre identité, d'identifier les éléments clés qui contribuent à la construction et à la perception d'une marque forte, de décrire comment mesurer l'impact de vos communications, et puis d'apprécier les choix, si ce n'est pas encore le cas, en tout cas c'est mon souhait. Et peut-être que vous vous demandez quand même qui suis-je pour parler de tout ça. En fait, vraiment très succinctement, mon parcours se résume sur le développement de la gestion de projet, l'ingénierie pédagogique et la création de contenu. Je suis diplômée vétérinaire de l'UNBA en 2020. Et à cette époque-là, j'étais responsable de communication chez Proveto Junior Conseil. Donc, j'ai déjà pu commencer à réfléchir à la stratégie de communication, les visuels qu'on peut faire. Donc là, je vous montre 3 petits exemples que j'ai pu réaliser à cette époque-là. Ensuite, je suis passée chez Wolf Learning Consulting en tant que chef de projet et rédactrice médicale. C'est une agence qui réalise des expériences de formation. Peut-être que si vous êtes vétérinaire, vous reconnaissez la première image avec les radiographies. Et en fait, ensemble, on a créé des modules, des simulations de cas cliniques, par exemple, des modules interactifs où on vous invite de vous immerger. Et donc là, en l'occurrence, c'était d'identifier des anomalies sur les clichés radiographiques. Et je remercie énormément cette expérience. C'est là où j'ai appris tout l'aspect ingénierie pédagogique. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer en tant que graphiste indépendante à partir de juin 2023, parce que j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement d'être chef d'orchestre, mais plutôt musicienne. Et donc, voilà, je me lance purement dans la création de visuels, de contenu. Et là, c'est juste un exemple réalisé pour IFIS, un organisme de formation en santé humaine. On a bossé ensemble sur un template de présentation. J'ai fait quelques fiches, des petits guides d'utilisation et des vidéos tutoriels aussi pour eux. Donc, c'est pour montrer un peu l'étendue de ce que je peux faire, hein, même si sur LinkedIn, je suis vraiment focalisée sur les présentations. Et en parallèle, je travaille aussi sur les identités de marque, comme avec Leïla Zaghir et Grégory Centenaire. Et justement, j'ai une question pour toi. Selon toi, Grégory, quels sont les intérêts de retravailler son identité de marque pour un établissement vétérinaire? Moi, en fait, je ne savais pas qu'il y avait un intérêt au début. Et c'est plus mes expériences professionnelles. J'ai pas détaillé comme toi, effectivement, où j'ai pu aller, mais pendant une quinzaine d'années, j'étais du côté de la Normandie et pas en Bretagne comme maintenant. Et c'est là où, en fait, où j'ai fait la première fois l'expérience de création d'une identité de marque. C'est-à-dire que j'étais avec mes associés vétérinaires et on avait 3 cliniques à l'époque. Et puis, c'était un peu flou. On les appelait par le nom du lieu, quoi, en fait. Et puis, en même temps, le nom du lieu, c'était aussi valable sur les autres. Il y avait la Lézarde, Saint-Roch et Sainte-Cécile. Et puis, finalement, la Lézarde, c'était un peu aussi le nom de l'entité groupe. Enfin, c'était flou même pour nous, en fait. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est pas clair pour soi-même, c'est compliqué d'être clair pour les autres. Et donc, voilà, on a regardé un peu. On était quand même dans un endroit où on était parfois un peu avant-gardiste. Et puis, je pense que c'est en 2017, quelque chose comme ça, où tout simplement, on a travaillé avec une agence de com. Tu nous parleras à la fin des différentes options. Donc, nous, on a pris cette option-là. Donc, ça m'a plongé dans un univers que je ne connaissais pas du tout, de la création de marque, mais de A à Z. Là, je dirais que toi, sur Veto Network, tu es intervenu, il y a un nom qui bouge pas, voilà, j'ai pas changé de nom, mais là, on a créé le nom, en fait. Donc, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, d'abord parce que ça nous a confrontés à plein de métiers qu'on ne connaît pas quand on est veto, effectivement, des gens qui sont des créatifs, voilà, des designers, des graphistes, et le fait d'échanger avec ces gens-là et de ping-ponger comme ça pour aboutir à un résultat qui était un peu surprenant à l'époque, voilà, et de bien se l'approprier et surtout de voir la puissance que ça peut développer ensuite, en fait. C'est-à-dire que, bon, on a fait ça au début, on s'est dit chouette, et puis une fois que c'était terminé, on s'est dit c'est bon, c'est fait, et voilà. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est retrouvé dans Annie Kun, puisque 6 ans, un peu plus tard, donc en 2018, je me réassocie, mais cette fois-ci en Bretagne,
avec deux amis, Hortense Guenier et Adeline Sibon. Et puis là, on crée, pareil, on regroupe deux endroits qui ont leurs identités propres depuis longtemps, pas très marquées, puis on décide de créer une marque. Et en fait, là, ce qui se rajoute, alors moi, dans mon cas, moi, c'est pas vraiment vrai, mais c'est pour parler d'identité de marque au sens large du terme, c'est l'activité d'équipe, c'est-à-dire la capacité qu'a la création d'une marque à fédérer les gens. En fait, là, pour Anycoon, bah, on a fait ça en équipe avec les ASV. On a même sollicité les clients, c'est-à-dire que de la même façon, je reparlerai un peu tout à l'heure du vote que je vous ai fait faire, que je vous ai proposé sur LinkedIn. Bah, on a fait la même chose, nous, avec nos clients. Donc, il y a une partie des clients qui ont co-choisi le nom et le logo Anycoon. Et là, pour le coup, une fois qu'on sait qu'on a déjà utilisé cette force de la com, on peut s'en servir beaucoup plus vite et plus fort. Et puis, bah, ça marche aussi même quand on démarre une activité, même petite. Hein. Donc là, je sais pas si dans les gens qui sont là, il y a des futurs freelances ou des gens qui vont monter une clinique ou des choses comme ça ou qui nous écoutent en replay, puisque je vous ai mis dans le chat le replay disponible. Bah là, je suis associé, je vous ai dit, d'une autre entreprise qui s'appelle Solam, qui est une vétérinaire, Marie Cibot, une ancienne salariée en fait, et qui, voilà, dès le début, on s'est posé. Je lui ai dit, tu sais, à mon avis, le plus important, c'est créer une marque forte dès le début. Et voilà, il y a eu un travail avec la même agence que celle qu'a fait Anycoon, qui s'appelle Orignal Communication, qui est à Lorient, qui sont super. Et là aussi, ça facilite le travail. C'est-à-dire que moi, vous voyez, je suis venu avec Charlotte, je lui ai dit, essaye de me simplifier la vie avec des templates, que tout soit bien calé et tout. Mais pendant des années, en fait, bah, j'ai bidouillé, alors j'ai fait, c'était plus ou moins réussi. L'avantage quand vous créez une identité de marque, c'est que ça vous met voilà, dans des pantoufles sur mesure, j'appelle ça. C'est-à-dire vous n'avez plus à vous poser la question de quelle taille de police je vais mettre là, quelle couleur je vais utiliser. Et ça, quelque part, c'est au-delà de l'idée de… Souvent, on fait l'identité de marque parce qu'on veut une identité, en fait. Mais ça a plein d'effets secondaires qui sont hyper intéressants et finalement qui font gagner du temps par la suite et gagner de l'efficacité, de la possibilité aussi de déléguer. Là, je vous disais, je travaille avec Valérie qui fait certains parties de mes postes. Bah, là, j'aurais pu aller dire, bah, essaye de voir ce que tu peux faire avec mes couleurs. Tout est calé et ça va faire gagner du temps. Donc voilà, moi, en tout cas, le pourquoi j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours la force de ça. Et je sais qu'aujourd'hui, j'irai jamais dans un nouveau projet sans aborder ce sujet-là. Après, comment on le fait, c'est une autre question. Mais même sur des petits projets, se créer une identité de marque d'emblée, je pense que c'est vraiment un point clé important. Voilà. Je sais pas si ça répond à tes questions ou si tu as d'autres choses à ajouter, toi, Charlotte. Non, c'était très clair. Merci. Bah, du coup, on parle beaucoup d'identité de marque et j'aimerais partager avec vous quels sont les critères d'une bonne identité de marque. Et d'abord, j'aimerais vous illustrer qu'est-ce qu'on entend par une identité de marque, parce que ça ne se limite pas au logo. L'identité de marque ne se limite pas au logo et j'aimerais vous l'illustrer avec l'exemple de McDo. McDo, c'est la marque, c'est le nom de l'entreprise. Et l'identité de marque, ce qu'on appelle l'identité de marque, c'est la façon dont on veut que la marque soit représentée et comment on veut qu'elle soit perçue. Et en fait, ça va englober tout un tas d'éléments qui va représenter McDo, en l'occurrence, pour l'exemple. Donc oui, il y a le logo, et au-delà du logo, il y a tout un tas de choses, il y a les couleurs, il y a les emballages, il y a les affiches, il y a la typographie, les motifs, les textures, les icônes, donc il y a tout un tas de choses qui englobe l'univers du McDo, et ça, on appelle identité visuelle. Et en fait, ce qu'on appelle identité visuelle, donc ça, c'est ce qui est tangible, c'est une traduction. Et c'est une traduction de ce qu'on appelle l'identité de marque. Et là-dedans, en fait, ça va correspondre à la mission, la vision, le positionnement de la marque, son histoire, la personnalité, les valeurs. Et tout ça, en fait, c'est la stratégie, entre guillemets, derrière la marque. Et sa traduction, c'est l'identité visuelle, donc tous les éléments qu'on voit vraiment physiquement ou de manière digitale. C'était juste pour revenir sur les bases de la définition. Mais je voulais quand même me recentrer sur l'aspect du logo, parce que c'est quand même la chose qui est la plus valorisée chez les cliniques vétérinaires. Avec une petite question pour vous, donc vous pouvez répondre dans le chat. Si vous devez demain investir dans un nouveau logo, qu'est-ce que vous attendrez de lui? En un petit mot, un descriptif. Ouais. Soyez pas timide. On vous attend dans le chat. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à écrire. Plusieurs qui ont commencé à écrire, donc c'est bien. Vous n'êtes pas trop timide. Alors, on attend les réponses avec impatience.
Vous pouvez aussi après, s'il y a des questions qui viennent. Alors, je vois Franck qui dit attrayant, représentatif, dynamique, innovant, percutant, unique, facile à dupliquer, couleur. Je sais pas ce que ça t'inspire, Charlotte, tous ces premiers retours. Non, non, c'est intéressant. Enfin, moi, je suis curieuse. On a tous une représentation différente. Représenter mon métier, mes valeurs, singulier, facilement reconnu. Tu vas nous en parler après avec quelques exemples notables, Ouais, justement, sur le facilement reconnu. et reconnaissable rapidement. Non, mais c'est des très bonnes réponses. Euh, je vais en débriefer après, mais avant de dire ce que nous on en pense, c'est là où on aimerait faire une petite activité avec vous et savoir est-ce que vous reconnaissez les logos suivants. Donc pareil, répondez dans le chat dès que vous avez reconnu le logo. On va commencer avec quelque chose de facile. Nike, ok, très bien, merci Émilie. Effectivement. Passons ensuite à ce deuxième logo. Donc là, en fait, je vais troquer volontairement pour voir si vous reconnaissez. Carrefour. Avec point d'interrogation quand même. On voit que c'est pas évident, mais tu vas expliquer pourquoi. Je pense que c'est intéressant. Donc c'est intéressant, effectivement, il s'agit de Carrefour. Donc je ne sais pas si vous savez déjà, mais en fait, il y a des petites choses qui se cachent dans le logo de Carrefour. Par exemple, il y a un C qui se cache dans l'espace blanc, là au centre. Et puis, dans leur documentation, ils disent aussi que la flèche rouge et la flèche bleue symbolisent un carrefour. Après, il y a d'autres symboliques, mais c'était, on va dire, le plus intéressant pour celui-ci. Avant-dernier logo, qu'est-ce que ça vous inspire, celui-là? Je peux aller chercher les plus durs. Hein. Bon, il y a déjà 3 personnes qui répondent Amazon, nickel. Donc, Amazon, effectivement. Celui-ci, je l'aime bien parce que il y a 2-3 symboliques derrière celui-ci. Il y a la forme de la flèche du logo qui s'étend du A à la lettre Z, tout en se courbant pour former un sourire. Donc, ils veulent représenter la satisfaction du client. Et d'autre part, ils veulent représenter le fait qu'ils proposent une sélection de produits infinis et un service de bout en bout, c'est-à-dire de A à Z. Donc ça, c'est la symbolique derrière le logo Amazon. Et enfin, le dernier, celui-ci, est-ce que vous reconnaissez? Pendant qu'il tape, juste pour ajouter que sur le logo Amazon, moi pendant longtemps j'ai pas vu le A à Z, le truc comme ça. Et c'est ça que j'aime bien dans les logos, c'est que ça peut passer en fait, mais que pour le coup il y a des subtilités qui peuvent se présenter qu'après, qui ajoutent aux choses. Bon, là je vois qu'il y a du Adidas qui a été trouvé effectivement, je crois. Effectivement, ouais, effectivement, Adidas. Donc Adidas, en fait, il y a plein de logos Adidas, donc j'en ai pris un parmi tout ce qu'ils font. Celui-ci, d'après eux, ça représente une montagne stylisée traversée par 3 bandes parallèles. Et cela, donc avec juste 3 petits rectangles, représenterait l'accent de la marque sur la création de produits qui aident les gens à surmonter n'importe quel obstacle. Il s'agit de sport d'activité plein air. Et donc, en fait, ils ont cherché à représenter le défi à relever et les objectifs à atteindre. Donc ça, donc en fait, celui-là j'aime bien parce que c'est vraiment juste 3 rectangles et ça dégage quand même pas mal de valeur. En regardant Carrefour, Adidas, Amazon, est-ce que le mot beau, c'est le premier mot qui vous vient à l'esprit ou dites oui ou non dans le chat? Pas trop là pour la première personne. Bof, non. Ouais. c'est un peu exactement. Donc en fait, tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau logo, je voulais voir si vous allez répondre, il faut qu'il soit beau ou pas. Personne n'a dit ça, donc plutôt bien. Effectivement, moi j'argumenterai qu'il y a 6 autres critères d'un bon logo qui doivent être respectés avant d'être beau. C'est pas la priorité pour moi. La priorité, c'est faut qu'un bon logo soit lisible, flexible, mémorable, unique, cohérent et intemporel. Qu'est-ce que j'entends par flexible? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit pouvoir s'adapter à plein de supports différents. Il doit être lisible s'il est sur quelques pixels sur son portable. Par exemple, si on met dans le rond d'un profil LinkedIn, si jamais on veut l'imprimer, en faire une enseigne, tout ça. Donc, il faut qu'il puisse s'adapter à notre univers à la fois digital et physique et mémorable. Donc ça, c'est hyper important. Vous avez dit reconnaissant tout à l'heure, effectivement. Le petit test que j'aime bien faire, c'est si jamais on découpe un morceau du logo, est-ce que si on le montre à des gens, ils sont capables de dire
à qui appartient le logo quand même. Et si c'est oui, enfin si on arrive à le reconnaître, alors c'est ça, pour moi, c'est un indice fort que le logo est réussi, et mémorable et reconnaissable. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif des sujets, c'est-à-dire parler du use case Veto Network et de la refonte d'une identité de marque, ou parler un peu plus du process de création d'une identité de marque. Donc déjà, merci pour vos réponses et votre participation. Grossièrement, on va dire dans les grandes lignes, on peut décomposer ça en 5 grandes étapes pour la création d'une identité de marque: l'idéation, stratégie de marque, analyse de marché, le mood board, la conception de tous les éléments et la distribution et le suivi de l'impact. Tous ces éléments-là, je vais illustrer après. Mais en gros, pour l'idéation, stratégie de marque, ça va être une étape où on va définir les valeurs, la mission, la vision de la marque, la stratégie et les objectifs à atteindre. L'analyse de marché, c'est l'étape où on va regarder un peu les tendances actuelles et regarder un peu qu'est-ce qui se fait chez les concurrents et quelles sont les attentes aussi des consommateurs de notre audience cible. Le mood board, donc ça c'est un outil visuel que j'aime beaucoup utiliser. Ça va permettre d'aligner 2 personnes avec 2 langages différents et de discuter sur une vision créative. La conception itérative, donc c'est là où on crée les différents visuels, on prend en compte le feedback et on améliore jusqu'à ce que ça reflète parfaitement l'identité de marque. Et puis la distribution et le suivi de l'impact, toujours intéressant de voir est-ce que au final, sur le terrain, il réalise ce qu'on a escompté au début quand on a réfléchi à la stratégie de marque. Donc pour illustrer chaque étape, la première étape, stratégie de marque, en fait, c'est hyper important de comprendre le business, la mission, les valeurs de la marque en question. Et dans notre cas, ce qu'on a fait, c'était un questionnaire, un débrief, une synthèse et un plan d'action. Et en fait, toutes les décisions artistiques qui en découlent après sont justifiées grâce à tout ce qu'on s'était dit à cette étape-là, en fait. Tout doit se rapporter aux valeurs que Grégory voulait dégager, à la stratégie qu'il aimerait bien faire, à la perception de lui-même et de sa marque qu'il voulait avoir. Deuxième étape, l'analyse du marché et des tendances. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en arrière-plan. En fait, je suis allée prendre une capture d'écran de tous les sites web, de tous les acteurs de la santé animale, un peu aussi en innovation tech et peut-être un peu aussi à l'étranger pour m'approprier en fait des tendances, de la charte de tous ces acteurs-là et évidemment dans le but de voir comment faire en sorte que la marque de Grégory Sainte-Mère se distingue des autres et soit pas non plus complètement trop, mais pas à l'extrême, pas trop dépaysant non plus par rapport à ce qui existe déjà. Donc il y a un peu de familiarité quand on construit une identité de marque. Le mood board, donc ça c'est l'exemple avec Veto Network. En fait, c'est 2 planches. C'est 2 planches où je rassemble plein d'images retrouvées sur Internet, une première proposition de palette de couleurs. Et tout ça, c'est pour dégager un feeling, on va dire, d'expliquer un peu quel style artistique on pourrait utiliser pour faire la refonte de l'identité de marque. Et voilà, c'est un outil de langage aussi. On peut se projeter assez rapidement. Donc c'est un très bon outil de démarrage avec le moodboard. Et ensuite, on passe, une fois qu'on a décidé de la direction artistique, on passe à la conception itérative. J'ai toujours été honnête avec Grégory sur ce que je pensais sur son identité avant. En regardant un peu ses visuels, je trouvais, moi personnellement, c'est subjectif, hein, que c'est un peu surchargé. Enfin, je vois pas, en fait, mon œil n'arrive pas à dire où est-ce que je regarde en premier. Enfin, il y a plein d'infos un peu partout, des couleurs différentes. Donc, je trouvais que c'était pas assez lisible. Et c'est pour ça que dans les recommandations, c'était d'alléger un peu tout ça, de donner, voilà, d'aérer un peu plus le contenu et peut-être de réduire un peu le nombre de couleurs, accentuer un peu les propos. Donc, je vous montre un peu, avant de montrer le résultat, on peut revenir au logo, parce que Grégory, il avait un peu teasé aussi sur LinkedIn. Oui, c'est toujours un exercice amusant et pour le coup, ça avait plutôt bien marché pour ceux qui me suivent sur LinkedIn. Pour ceux dont c'est pas encore le cas, je vous mets d'ailleurs dans le chat un petit lien, vous pourrez aller voir. Et j'avais fait un sondage, en fait, voilà, où on était au stade où il y avait 3 propositions de logo avec la démarche de Charlotte.
et ça m'intéressait d'avoir un avis, quoi, en fait. Alors, on voit que alors, moi, j'avais déjà en tête l'option 1 qui me plaisait bien, mais voilà, je voulais voir un peu. Donc, on voit que l'option 1, au final, c'était pas la première, si on prend les votes stricto sensu, puisqu'il y avait 42 votes sur plus d'une centaine de personnes qui s'étaient exprimées, hein, ce qui est quand même pas si mal, en fait. Et par contre, je pense que ce que ça aurait pu changer, c'est si vraiment les votants avaient tous détesté, ou en tout cas pas mis en avant le logo option 1, j'aurais peut-être changé d'avis ou mon fusil d'épaule. Et après, bien entendu, ce qui avait été intéressant, c'était tous vos commentaires qui étaient de toutes sortes, mais qui avaient été vraiment riches pour réfléchir, en fait, même si le choix avait été déjà pas mal avancé. Et c'est marrant parce que quelqu'un parlait justement de Carrefour, qui avait un logo illisible et qui était pourtant voilà, notable, mémorable et qu'on reconnaissait bien. C'est un peu l'exercice qui a été fait avant. Il y avait des gens où c'était purement instinctif, c'est-à-dire j'aime bien celui-là, mais je ne sais pas trop dire pourquoi, mais plutôt celui-là. Et puis d'autres qui avaient essayé d'essayer de voir des détails dans le logo, du pourquoi, du comment. Et justement, Charlotte va vous dévoiler après qu'effectivement, il y a des petits secrets, entre guillemets, dans le logo, ce qui est le cas dans tous les logos, hein, je vois pour les autres aventures auxquelles j'ai pu partager. De la création d'une identité. À chaque fois, en fait, il y a une lecture simple. On dit j'aime pas, et voilà. Et puis après, quand on va un peu dans le détail, ce que tu vas faire là dans les moments qui vont venir, vous allez voir qu'il y a des petits secrets dedans. Effectivement. Et donc, ça, c'est pour vous montrer le résultat final du logo. Après, on a eu deux, trois itérations. Alors, c'est pas que Grégory, il a des locaux, il n'a pas des locaux, mais ça, c'est pour montrer, pour revenir sur l'aspect flexibilité, qui est important pour un logo. Il doit pouvoir s'adapter à différents supports. Donc là, c'était pour montrer, il y a le support horizontal avec le stylo, avec la clé USB. Il faudrait qu'il puisse être sur des carrés ou sur des rectangles, etc. Et en fait, c'est pas un logo que j'ai fait pour Grégory, c'est 5. Il y a 5 versions de son logo, et là, on en voit 4. Il y a juste l'emblème, il y a l'emblème avec VNK en dessous, il y a l'emblème Iveto Network sur le côté, et puis il y a, au lieu d'avoir notre dégradé, unicolore, parce que des fois, on veut avoir un bon contraste, et on va plutôt choisir l'unicolore plutôt qu'avec le gradient. Donc il y a toute cette réflexion-là qui doit se faire derrière un logo, et vous allez... Enfin, il y a beaucoup de marques qui font comme ça. Il y a le logo en entier, et puis des fois, il y a juste un petit morceau de logo. Avec Amazon, par exemple, on a juste la flèche sur les étalages. C'est fait exprès pour pouvoir s'adapter à tous les supports. La signification derrière son logo, donc j'ai juste vraiment repris l'essentiel des symboliques qu'on a voulu dégager là-dessus. Ce qui était important, c'était de refléter les valeurs de Grégory, et l'une de ces valeurs, c'est par exemple l'ouverture d'esprit. Donc, en fait, l'idée de ce concept, c'était de moderniser l'ancienne version de Iveto Network, quand même reprendre l'idée monde et l'idée réseau, mais tout en le simplifiant. Donc l'idée monde y est avec la forme ronde, mais il y a une ouverture, donc ça c'est pour symboliser l'ouverture d'esprit. Il y a aussi comme valeur la fluidité, la facilité d'accès aux informations, parce qu'il fait beaucoup de pédagogie. Donc ça, c'est représenté par les formes plutôt rondes, plutôt des formes adoucies. Et puis l'expérience à la curiosité. Il y a une volonté de un peu en quelque sorte représenter un cerveau, même si moins visible que les deux premières itérations. On peut dire qu'il y a une différence matière blanche, matière grise du cerveau. Et aussi, il se cache le VNK dans le logo. Et puis, il est asymétrique et donc atypique. Et c'est un des traits dans lesquels s'identifie Grégory. Et à travers ce logo, il voulait nous inviter à la découverte constante, tout en restant ancré dans la modernité. Pour le logo, je peux juste montrer une petite chose et je vais tester le pointeur où on peut écrire. Pour ceux qui se disent, mais où est le VNK? Il est là, en fait. Il y a le V qui est là, avec un N qui est là, et il y a un K qui est là. Je ne sais pas si on voit. C'est la première fois que je teste l'outil. Hein, donc voilà, pour ceux qui se disaient, mais où est le VNK? Il est par là. Voilà. C'était juste pour montrer plus en détail. Et puis effectivement, il y avait aussi l'idée de les formes, enfin, tout ça c'est abstrait, mais il y a quand même une petite volonté
se rapprocher un peu des villosités. Côté biologique qui avait été d'ailleurs exprimé par certains dans les commentaires du vote. C'était assez marrant de voir que certains avaient été sensibles à ça. Je sais pas si tu penses à autre chose. Non, ouais, c'était ça et c'était intéressant de voir comment au final la toute petite finalisation à la fin, le concept du logo en fait, il était, si on reprend dans le vote, il était déjà là, mais si vous regardez justement sur cette slide-là, il est un peu différent quand même et il y avait des petites choses et après c'est complètement intuitif. Je lui ai dit bah là, je trouve qu'il y a trop de creux. Je voyais trop un C aussi, la lettre C en fait, et du coup ça me gênait parce qu'il n'y a pas de C dans le nom. Donc c'est des petites choses et c'est ça qui est aussi, quand je vous disais le côté plaisir, c'est rare. Alors moi très clairement, j'ai aucune des compétences qu'a Charlotte pour aboutir à ce résultat-là. Mais vous par contre, on peut toujours avoir un avis et je trouve que la mécanique de création et d'aller-retour, alors, il n'y en a pas 15 000 non plus, hein, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter, mais de pouvoir dire, ah, c'est très bien, mais par contre, un peu plus comme si, et ça oblige aussi, je trouve que c'est intéressant à faire un effort d'expression de qu'est-ce qu'on voudrait qu'il change, parce que voilà, si j'arrive, je dis, ah, c'est pas tout à fait ça, mais si je te dis pas ce que je voudrais, bah, en fait, c'est plus compliqué d'aboutir. Et là, c'était assez, enfin, en tout cas, de mon côté, c'était agréable de pouvoir dire, je voudrais exactement ça, et puis tac, tu faisais une petite correction, et ça permettait de dire, ah, on y est presque, et au final, par itération, c'est ce que tu dis là, on aboutit à un résultat, on se dit, ah, bah, c'est chouette, c'est ça, en fait, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Effectivement. Et l'autre caractéristique, on va dire, de ce logo que je voulais aborder, c'est la couleur. Donc même si on a choisi la couleur bleue, qui est quand même assez classique dans l'univers de la santé, on a quand même réussi à trouver une couleur bleue qui est peu utilisée dans l'univers de la santé. Donc je ne sais pas si vous voyez le logo VNK qui est en dessous du logo Zoetis. Il se démarque quand même du paysage, puisqu'il est un chouïa plus péchu, et puis c'est une tonalité qui n'existe pas à fond exploité, on va dire, en sphère francophone. Donc c'était juste pour montrer aussi cette réflexion autour de comment se démarquer des autres et ne pas trop se fondre dans le décor. Et par rapport aux différentes itérations, donc effectivement, donc ça c'est plus ma manière de fonctionner. À chaque étape, il y a un truc à valider. Et la première étape, c'est le concept. C'est-à-dire indépendamment de la typographie, indépendamment de la couleur, parce que ça c'était pas la couleur définitive, en regardant vraiment que le symbole sur la gauche, quel concept parle le plus à Grégory. Donc c'est ça qu'il a soumis sur LinkedIn. Le concept modernisation de l'ancien logo, un concept vraiment minimalisme, simplification au maximum avec les connecteurs pour symboliser le réseau, le V pour Beto Network. Et le troisième, où c'est plus pour chercher un peu plus le côté biologie avec l'électrogramme. Il y a un petit V quand même, il y a un petit L dans le truc qui est un peu caché. Mais voilà, c'était pour renforcer son souhait de Grégory de non, je veux moderniser ma version d'avant et rester là-dessus. Et c'est ça qu'on a fait ensemble, on a réitéré, on a donné ces allers-retours. Et malgré le fait que je cherchais vraiment à mettre un petit cerveau dans le logo, au final, on a un peu laissé de côté pour remplir complètement la sphère. Et quand on livre une identité de marque, on livre aussi un guide de marque. Un guide de marque, en fait, ça va être un PDF qui a rassemblé tous les éléments graphiques de la marque, mais aussi des bonnes pratiques, comment ne pas mal utiliser son logo, par exemple, ça c'est l'exemple que je donne, ne pas le déformer, ne pas changer de couleur. Donc il y a quand même des petites règles à respecter quand on utilise son identité visuelle pour vraiment avoir l'effet, optimiser l'image qu'on a envie d'émettre. Et très rapidement, je peux vous montrer un peu le résultat de tout l'univers qu'on a fait ensemble. Donc là, c'est à partir d'aujourd'hui, vous allez voir les nouvelles manières, vous allez voir les nouveaux posts. Il y a un petit peu de diversification dans les couleurs de ces posts pour pas que ce soit trop monotone et pour varier un peu. Donc il va commencer à utiliser des posts normalement plus aérés et avec une vraie hiérarchie du contenu. On a fait ensemble aussi la carte de visite, on a fait la vignette de son podcast, on a fait ensemble la newsletter,
particularité de ce newsletter, c'est que la police est volontairement très grande, parce que je veux qu'il soit visible sur le portable. Personnellement, j'aime bien lire sur le portable et je déteste zoomer quand je dois lire des mails. Donc, normalement, il est très agréable à lire. La vignette pour YouTube. Et puis la mascotte qui est ma petite fierté. Je la trouve très attachante. Je suis un petit peu jalouse. On a fait ensemble 5 émotions. Et ça, c'est pour accompagner, on va dire, Veto Network, pour lui créer une autre. Détacher un tout petit peu Grégory de Veto Network, parce qu'il y a quand même plein de casquettes différentes. Et de créer une personnalité autour de la marque Veto Network. Et je pense qu'il en parlera mieux que moi sur comment il aimerait bien s'en sur la mascotte, effectivement, ça a été proposé tôt dans le mood board, en fait, de mémoire, donc assez tôt dans la démarche. Tu avais évoqué l'idée d'une mascotte et moi j'ai beaucoup aimé ça, surtout une mascotte robotisée, parce que ceux qui me suivent savent que j'aime bien les robots de manière générale. Et là, la possibilité effectivement d'avoir un petit personnage, dont là maintenant, plus je me familiarise avec, plus je me dis qu'il faudrait lui trouver un nom. Donc je lance un appel pendant que j'en parle, si vous voulez mettre des idées de noms. Sinon après je ferai peut-être un vote sur LinkedIn aussi, mais si vous avez des idées sur comment l'appeler, je sais même pas d'ailleurs si c'est un ou une mascotte. Et je trouve ça intéressant pour effectivement détacher un peu le nom, parce que sinon j'avais l'impression de mettre ma tronche un peu partout et au bout d'un moment, même moi, ça me saoulait. Et après, d'exprimer des émotions. Effectivement, on est parti sur des émotions de base, que ce soit voilà, l'étonnement, parfois un peu la désolation. Et ça permet, je trouve, de surligner quand il y a une information qui est diffusée. En gros, si en tout cas mon avis est que c'est plutôt enthousiasmant, bien, chouette, ou un peu triste, ou surprenant. Et donc, il y a ça, sachant que l'autre truc que j'ai bien aimé, et ça, il faut que j'arrive à faire joujou avec, c'est que j'ai eu la livraison des mascottes type, on va dire, voilà, qui sont là. Et j'ai aussi le kit, les mascottes en kit, on va dire, avec les expressions, les bras aussi que je peux. Et ça, sous Canva, je peux faire d'autres choses aux mascottes que ce qu'elles font déjà, peut-être mettre du mouvement ou des choses comme ça. Donc ça, je vais me pencher là-dessus, et peut-être aussi Valérie, si tu veux te pencher sur qu'est-ce qu'on fait de la mascotte. Donc si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à écrire là ou à m'écrire en perso. Je lancerai certainement un concours de noms, mais pour l'instant, ça fait partie des choses où on s'était dit, bon, on lance tout aujourd'hui, on essaye de se caler pour faire ça proprement, mais la mascotte était tellement sympa que je l'ai incorporée avant, en la mettant dans 2-3 supports, quoi. Et puis par rapport à notre process, comment on a, de point de vue opérationnel, comment on a mis tout ça en place. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Notion. C'est comme un tableur Excel, mais mieux, dans lequel je répertorie toutes les tâches, les échéances, la responsabilité de chaque personne. Et en fait, c'est un outil dans lequel, au sein de la tâche même, on peut rédiger nos commentaires, nos annotations, faire des allers-retours là-dedans, donc c'est comme un traitement de texte. Donc, ce qui permet de vraiment tout centraliser dans l'outil, de faciliter les communications et d'éviter de se perdre dans les mails quand on fait nos allers-retours. Donc, c'est un outil qui nous a été précieux. Donc, ça, je l'utilise, mais quand c'est vraiment des grands projets. Et puis après, une fois qu'on a tout fini et qu'on l'a déployé, donc ça c'est plus pour les marketeurs, c'est toujours intéressant de suivre un peu l'impact de sa refonte, parce qu'en général, on n'investit pas purement par le plaisir, mais on attend aussi un petit retour sur investissement. Auquel cas, il y a deux manières d'évaluer, soit quantitativement, soit de manière qualitative. Donc des exemples de données qu'on pourrait suivre, score de satisfaction, nombre de leads, taux de conversion, d'engagement, etc. Donc ça, c'est si jamais vous avez un site internet ou si vous êtes sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, on peut aussi sonder un peu l'émotion dégagée via la refonte de l'identité de marque avec des sondages sur la perception. Et justement, c'est notre prochaine question. Sondage à chaud, si vous voulez bien. Comment vous percevez du coup cette refonte maintenant que vous avez vu un peu tout l'univers de Grégory Saint-Pierre? Est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? On est ouvert à tout type de feedback à ce stade. Oui, on est
preneur pour en savoir plus. Et pendant que vous écrivez un peu, je reviens sur Notion et la gestion de projet. Ça, c'était quelque chose qui était intéressant parce que, et je pense que c'est aussi ça l'intérêt de travailler avec un tiers extérieur, dont c'est le métier d'abord, ça c'est le premier point, mais surtout qui va vous pousser, entre guillemets. C'est-à-dire qui, voilà, on a tous nos agendas, on est tous dans des journées bien remplies, en tout cas moi, mais je suis sûr que vous c'est pareil. Et bon, bah moi, voilà, Charlotte qui me disait, bon, tu dois relire pour telle date, c'est marqué dans le process, tes trucs, donc me faire des commentaires. Et donc, voilà, il y a, quelque part, on est accompagné et drivé pour que les choses se fassent en temps et en heure. Et au final, franchement, sur les timings, il y a peut-être eu une semaine, et encore, c'était plus de ma faute que de la tienne, où ça s'est décalé. Mais on a, comment dire, voilà, ça tient les délais. Et je pense que c'est ça aussi par rapport à quand on n'est pas accompagné ou qu'on dépend que de soi. Et quelque part, on a du mal à voir ça comme prioritaire. Donc, ça passe à la trappe, ça met du temps, on s'arrête. Et alors qu'une fois qu'il y a une dynamique, pour reprendre ce qu'on parlait de nom de mascotte avec des portées ovales, vu mon intérêt pour le rugby, c'est comme un môle, hein, quand il, voilà, s'il avance, ça va, il peut même accélérer, mais dès qu'il se met à ralentir ou à s'arrêter, c'est en général moins bien. Donc là, voilà, avec Notion, il y avait le côté collaboratif et visualisation. Il y a 2-3 moments où j'avoue que je me suis dit, au fait, où on en est, qu'est-ce que j'ai à faire? Et je suis juste allé sur la partie que moi j'avais visible de Notion et je me disais, OK, donc c'est ça que j'ai à faire, je vais le faire maintenant, je m'accorde le temps pour. Et puis ça permettait d'avancer en asynchrone aussi, il y a ça aussi. Je pense qu'à ça sent là, il y a plein de commentaires qui sont arrivés. Donc, avec Claude Ovalia, pourquoi pas. Bon, très très marqué quand même, à moins que la mascotte soit ovale. Sophie qui dit impressionnée par les détails qui ont été considérés. Donc ça, effectivement, je pense que c'est exactement ce que je disais au début, où moi, la première fois que j'ai fait ce travail de marque avec une création, je ne soupçonnais pas tout ça. Et c'est vraiment quand on met le nez dedans pour la première fois, on se dit, ah oui, d'accord, il y a tout ça en fait. Et ça paraît simple vu de l'extérieur, mais il y a un gros travail. Je pense que c'est intéressant aussi pour faire, quand c'est pas fait, je pense à des cliniques vétérinaires, où souvent on arrive et si on se dit, bah tiens, on aimerait bien avoir une identité de marque, souvent, la première chose que va faire l'identité, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et alors, en général, dans les cliniques véto, c'est pas toujours pareil. On n'a pas toujours fait ce travail, en fait, en amont. Alors que quand on l'a fait en amont et qu'on arrive en disant, ça, c'est les valeurs, bah, tout de suite, tac, 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 ça inspire vachement les choses. Il y a Florence qui met moderne, reconnaissable et facile à utiliser. Franck, très sympa, dynamise l'image plus. Résultat top, top. Et parcours pour y parvenir intéressant, c'est Colette, effectivement. Et ouais, Claude, ose échanger. Alors, c'est difficile, c'est un très bon truc nécessaire. Merci, Sylvain. Ça veut dire que c'était vraiment pourri avant. On se connaît avec Sylvain, donc il peut se permettre. Et Claude dit, oser changer, c'est top et le résultat est super. Et je peux, alors sur une création, je pense qu'il n'y a pas ça, mais sur une, parce qu'on est très content d'avoir des outils, nouveaux outils, mais sur une refonte, je peux témoigner que le frein principal au changement, c'est soi-même, c'est pas la personne qu'on a en face, au contraire, qui vous pousse. Et moi, je peux témoigner la chose que j'ai eu le plus de mal à faire, et même j'ai procrastiné, ralenti, etc. Enfin, j'ai senti que c'était pour les slides, en fait, parce que bah, j'ai fait un certain nombre de confs, voilà, et c'est mon identité vraiment de manière forte, et ça va même juste plus loin, c'est que c'est oser changer même de façon de faire. Là, je commence à appréhender mes prochaines confs où je parlerai de mes sujets. Et je sais que je vais avoir un gros travail de réfléchir à comment je présente les choses parce que très clairement, je pense que vous l'avez vu et senti, il y a une volonté d'épure qui est très forte et où Charlotte m'a poussé. Et du coup, ça influe même sur la façon dont on communique quelque part. Et du coup, ça, c'est peut-être ça le plus dur en fait. Mais ça va, je commence à appréhender. Je pense que j'ai encore quelques mois de digestion et ça va aller comme ça. Du coup, Charlotte, ouais, j'ai monopolisé les réactions. Mais toi, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Non, mais, tout pareil. Enfin, moi, merci pour vos réflexions et vos retours positifs. Enfin, je suis très contente. Du coup, si ça plaît, enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça parle, que c'est agréable pour ceux qui vont continuer à lire tes publications. Donc, si c'est positif, bah, c'est que c'est réussi. Donc, je suis contente. Ok.
Super. Et du coup, bah, j'ai vu que même Valérie qui va être un peu utilisatrice aussi des outils voit ça. Et pour finir un peu, pour ouvrir des perspectives, s'il y en a qui sont intéressés par ça ou qui veulent partager ça avec d'autres, hein. Comme je l'ai mis, comme d'habitude, le webinaire sera visible en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Je vous mets d'ailleurs le lien de la chaîne YouTube si vous voulez y aller et vous abonner. Et donc, toi, est-ce que tu peux en conclusion nous dire un peu, voilà, moi j'ai travaillé avec toi, il y en a qui travaillent peut-être tout seul, j'ai aussi travaillé déjà avec des agences plus larges. C'est quoi les options, les avantages, les inconvénients? Donc effectivement, on va dire qu'il y a trois options. Soit on a beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, soit on a beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps. Donc du coup, il y a trois, on va dire, ouais, il y a trois démarches possibles. Soit on se dit, ben, on a beaucoup de temps mais pas beaucoup de budget, et dans ce cas-là, c'était comme ton début d'aventure pour Method Network. C'est si on se crée dans notre coin, dans notre première identité. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources sur YouTube. Donc moi, je préconiserais de s'informer un tout petit peu, parce que comment mettre en forme un contenu, ça ne s'invente pas. Il y a quand même quelques règles à respecter. Donc je vous invite à vous informer là-dessus. Et puis aujourd'hui, on a un outil qui est génial, ça s'appelle Canva. Il y a une formule gratuite. En fait, il y a plein de modèles déjà existants qui existent, et on peut tout à fait commencer par ça. C'est envisageable. Ou sinon, d'acheter des modèles préfaits, pas cher du tout, sur des plateformes comme Etsy ou Creative Market. Donc, si on a beaucoup de temps à investir, c'est la recommandation que je ferai. Si on a malgré tout un peu de budget, l'activité s'est lancée, on peut envisager de travailler avec un indépendant, un freelance, auquel cas la coopération se fait sur quelques mois. Il y a deux critères importants si jamais on veut décider de travailler avec un freelance, c'est l'aspect humain. Est-ce que l'échange, est-ce qu'il y a un feeling avec la personne? Est-ce que l'échange se fait bien? Est-ce qu'il y a du plaisir à collaborer sur la mission? Et puis, il y a l'aspect compétences techniques. Dans le monde du graphisme, comme pour les peintres, les graphistes ont tous des styles un petit peu différents, on a des affinités différentes. Donc là, j'ai mis l'exemple de Coralie de Almeida. C'est une graphiste qui est dans le même secteur que moi, c'est-à-dire animalier. Et elle utilise plutôt des couleurs très vives. Elle a beaucoup d'énergie dans ce qu'elle propose. Et donc, du coup, c'est un style différent, probablement une personnalité différente. Je ne la connais pas personnellement, mais je la suis et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est tous un peu différents. Moi, je suis plutôt sobre, plutôt minimaliste, pragmatique. Donc, c'est plutôt vers là que mes conseils vont se tourner. Donc, si c'est quelque chose, si on partage on va dire ces valeurs-là, cette façon de penser, alors on peut bien matcher. Et puis, sinon, si vous avez un très gros budget, le top du top, évidemment, c'est les agences spécialisées, les agences de communication, où ils ont évidemment un savoir-faire et une expertise beaucoup plus poussée. Ils ont toute une équipe derrière pour pouvoir faire votre identité de marque, les développeurs pour les sites internet, les graphistes, les illustrateurs. Donc, ils peuvent offrir plus de choses, évidemment. Mais après, le budget, ça peut aller très, très haut en fonction de qui vous êtes, à qui vous vous adressez. Donc pareil, c'est à voir en fonction de vos besoins, des enjeux, de votre budget, de votre temps. Donc je dirais que c'est ces trois options-là que vous avez aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse de travailler un peu votre identité. Merci Charlotte pour les options. Je pense que c'est bien effectivement de savoir qu'il y a toute une gamme et un panel. Je pense en amont de ça, et je le redis, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, ça pourrait faire presque un webinaire entier sur ce sujet-là, mais là on est à la limite de mes intérêts et compétences. Voilà, réinsister sur l'intérêt d'avoir travaillé sur l'identité avant l'identité de marque, ou qui est la traduction graphique au final, ce que tu disais, hein, un peu plus tôt. Et c'est vraiment plus facile quand on a déjà ça en stock, parce que parfois ça peut être un frein. Voilà, on arrive en disant j'aimerais bien avoir un logo. En général, ça part comme ça. Et sauf qu'on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait transmettre. Parfois, on peut aussi avoir des dissonances au sein d'une gouvernance d'associés pour une clinique vétérinaire, ce qui fait que c'est compliqué de dire on veut transmettre quoi. Donc, c'est souvent encore plus facile et plus fluide. Et là, je dirais que l'avantage, moi, l'avantage, c'est que je ne discutais qu'avec moi-même sur les valeurs et elles étaient déjà fixées. Donc, quand je suis arrivé,
voilà, j'ai pas eu à réfléchir pendant 40 ans à dire qu'est-ce que je veux transmettre. Alors après, ça peut être de l'affinage parce qu'avec le temps, on change. Mais du coup, voilà, c'est le message aussi pour tous les gens qui sont dans les établissements vétérinaires, c'est travailler sur vos valeurs et qui vous êtes et qui vous voulez montrer que vous êtes. Et ça sera encore plus simple et encore plus plaisant parce qu'au final, vous aurez quelque chose qui sera bien représentatif et vous aurez encore plus envie de le montrer, quoi. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai le message à passer sur ça, quoi. Et puis, je sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose pendant que certains peuvent peut-être nous ajouter des questions, si ça Non, appelle des non, questions ou des non, remarques. c'était un peu tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, on est ouvert si vous avez des questions. Et moi, j'en ai une pour vous dans le chat. Est-ce que ce webinaire a correspondu à vos attentes? Est-ce que vous attendez à ce genre de discussion ou pas? Et puis, sinon, encore merci Grégory de m'avoir invité. Oui, bah, avec plaisir. Je trouve intéressant dans l'idée de partage qui va un peu avec tout ce qu'on a discuté, de montrer ce travail de l'ombre parce que nous, c'est clairement pas notre domaine. Hein, au veto, on a déjà à peine des cours de com. Alors, t'imagines des cours d'identité de marque, ce qui est vraiment dommage. En fait, je trouve qu'on y gagnerait beaucoup parce que la clarté des messages qu'on peut passer, la façon dont ça peut toucher les gens. Bon, là, on est sur Veto Network avec plutôt du B2B, on va dire. Mais en veto, dès qu'on a une identité de marque forte, ça impacte sur la qualité des messages qu'on peut passer. Moi, je le vis avec Annie Kuhn, par exemple, ou je le vis aussi avec Solam à petite échelle, avec Marie Cibot, avec qui on a commencé. Donc, c'est des choses ignorées par les vétos et ça rejoint un peu la petite remarque de Sophie, là, un peu plus haut, en disant, je pensais pas qu'il y avait autant de détails. Et c'est aussi pour ça que ça peut prendre un peu de temps et puis ça demande des compétences aussi. Parce que voilà, alors ça se fait moins, mais moi j'ai connu l'époque où c'est bon, mon petit neveu a joué avec Paint et il a fait un logo, on a mis une patch, une croix, un profil de chien, on a coloré ça en bleu et zou quoi. Alors super, hein, et à la limite peut-être même il vaut mieux ça que rien, c'est déjà une première prise de conscience. Mais voilà, je vois des commentaires, Émilie qui dit très intéressant de voir le process, donc cool. Et Claude, le backstage, effectivement, j'aime bien montrer les coulisses. Et puis comme Charlotte était OK, c'était cool. Alors, et ben voilà, en plus Sylvain, tu vois, affaire à suivre avec logo de 20 ans, effectivement, c'est ça aussi. Et puis je pense ça, pour revenir sur ça, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que même si c'est pas une créa, que c'est une refonte, ça oblige forcément à se dire, OK, il y a 20 ans, on a fait un logo, on a voulu dire ça. Est-ce que c'est toujours pareil? Souvent, on évolue quand même avec le temps. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que ne serait-ce que parce que l'environnement change, on ne veut peut-être pas dire les mêmes choses, donc c'est intéressant pour ça aussi. Valérie, du coup, toi, tu as eu l'accès au backstage des outils que tu vas utiliser, donc c'est bien aussi de ce côté-là. Merci pour vos remarques. Charlotte, c'est toi qui vas conclure, vu que c'était quand même ton sujet majoritairement. Donc, est-ce que tu as peut-être un dernier point ou deux, trois derniers points à nous dire, ou en gros ce qu'il faut retenir après ça? Oula, je vais pas préparer de conclusion. Ah, mais Mais non, non, en fait, comme tu dis, l'identité de marque, même si on essaie de faire que ce soit le plus intemporel possible, on évolue forcément, le business évolue forcément. Et donc, ce qu'on a décidé à un temps T, peut-être que dans 5 ans, ce sera différent parce que nos services vont changer ou les gens qu'on accompagne vont changer. Donc, le questionnement peut se faire plusieurs fois dans la vie d'une entreprise. Et du coup, est-ce que tu as justement je sais pas, est-ce qu'il y a c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans, ou au contraire, faut pas changer trop souvent? Tu as peut-être une recommandation là-dessus ou un avis? Non, je pense que c'est trop au cas par cas. Je pense que c'est vraiment Ok. au cas par cas pour savoir. Ça dépend. Si on est énormément de tech startup, je pense que ça peut évoluer très très vite. Oui. Pour une clinique vétérinaire, ça va évoluer plus lentement. Je pense que c'est pas obligé de faire tous les 2 ans, mais moi je pense tous les 5-10 ans, ouais. Ouais, de jeter un œil tous les 5-10 ans et voir s'il y a besoin de faire quelque chose, quoi. Ok. Ok. Bon, merci. Merci à tous et à toutes. Et on avait dit qu'on tiendrait les délais. On avait dit une petite heure. Finalement, c'est devenu une grosse heure parce qu'on voit que le sujet intéresse et qu'il y a des choses à dire. Donc, merci pour vos présences. Je sais qu'en plus, il y en a qui étaient loin. Colette, si tu es toujours en Nouvelle-Calédonie, c'est cool. On avait
une auditrice du lointain. Et puis, j'espère que ce sujet-là vous a intéressé. Peut-être que ça va nourrir des réflexions pour vos activités à vous. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense continuer à raconter. Je crois que tu as des posts prévus pour continuer à raconter ça. Oui, Donc, oui, je remets ton LinkedIn à toi dans le chat pour ceux qui veulent te suivre. Et puis, à bientôt pour de nouveaux webinars. Je pense que je vais peut-être refaire un petit point de ChatGPT pendant l'été. Donc, surveillez la newsletter pour ceux qui y sont abonnés. Et puis, pour les autres, je vous mets le petit lien d'inscription. Comme ça, vous l'avez aussi. Encore merci, Charlotte, pour tout ça, parce que pour le coup, c'est un webinar où c'est beaucoup toi qui as bossé. Donc, merci beaucoup pour le partage. Et puis, à bientôt pour la suite, parce que du coup, j'ai mis en place les nouveaux trucs et il y a deux petites choses où je veux ton avis pour fignoler et finaliser complètement le dossier. Donc, il y a un tout petit après. Voilà. Et rendez-vous, oui, à Numanima pour ceux qui seront présents la semaine prochaine à Maison Alfort. On s'y retrouve. Je vous mets le lien, tiens, ça aussi. Bon, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, consacré à la e-santé animale, on parlera quand même de choses graphiques et d'éléments comme ça. Donc, n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des inscrits aujourd'hui. Donc, mercredi 26 et jeudi 27 juin à Maison Alfort pour discuter de technologie plus que de graphisme, mais des fois, les deux peuvent être. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt. À bientôt.